Merci pour fidélité. On va suivre des cas. Invitez-nous des cas là, c'est le professeur Camille Chalmers. Nous sommes regardé le système bancaire là, les crédits alloués au secteur agricole et disparité qu'il y a en termes de portefeuille et de pourcentage qui est alloué dans le secteur agricole dans le portefeuille de crédit. Nous regardons taux d'intérêt sur crédit que les banques pratiquent eux-mêmes et taux d'intérêt au bail sur les gens qui déposent comme eux ou font plaidoyer pour que ça change. Mais dans différentes mesures, BRHO, on dit ça que est bon BRHA, on souligne que c'est possible que les banques fassent spéculation avec lui et pas nécessairement investir dans le secteur productif. Mais il y a des gens qui soulignent que l'exonération réserve obligatoire sous prêt qui est au secteur agricole, ça peut être une bonne chose, mais faudrait-il qu'il y ait une cohérence avec d'autres politiques publiques pour que le résultat. Quelle opinion sur ça? Oui, absolument. Parce qu'effectivement, le crédit, c'est un levier, mais ce n'est pas un levier isolé. Il faut qu'il y ait accompagné de l'ensemble de l'autre politique d'accompagnement, des politiques d'appui, par exemple, à la question des infrastructures agricoles, qui est en très mauvais état. Hein? Et, par exemple, si on regarde des canaux d'irrigation dans le pays, il y a ça qui date de la colonisation, qui n'est pas même réparé. Donc, la question du stockage, la question du transport, on estime que les pertes post-récolte sont de l'ordre de 25 à 30%, simplement à cause des mauvaises conditions de transport. Donc, il y a un ensemble d'interventions qui ne sont pas forcément des interventions coûteuses, ce sont des interventions qui peuvent doper le secteur agricole, qui peuvent appuyer le secteur agricole, qui peuvent appuyer l'économie paysanne, qui jusqu'à présent a montré une capacité de résistance extraordinaire. Donc, pour que masse de crédit disponible ait des effets réellement sur le secteur productif, la création de richesse et la création d'emplois, il faut qu'on ensemble de l'autre mesure. Sinon, même banquiers a utilisé des arguments pour dire que pas de conditions pour y faire crédit. Tu vois? Parce que les risques sont très élevés, parce que justement, il n'y a pas un environnement macroéconomique qui favorise le secteur agricole. Mais là, BRH, là, on pavé dans la mort, il faut atteindre les banques commerciales au tournant. Tout en espérant qu'il y a une banque de développement, je vais faire plaidoyer à Camille Chalmers. Oui, bien sûr, il faut attendre la réaction des banques commerciales. Et là aussi, il faut souligner que la Banque centrale doit gagner des mesures de supervision, vraiment. Parce que très souvent, la Banque centrale n'a pas de capacité véritablement pour contrôler qui s'est fait au niveau du secteur bancaire. Donc, il faudrait avoir une capacité de supervision pour montrer qu'effectivement, mesure ça a des effets positifs. Et là, justement, la grande faiblesse dans cette note, l'une des grandes faiblesses, on va dire la grande faiblesse, c'est quatrième disposition, modification de la lettre circulaire 09-1 portant sur l'obligation faite aux banques de soumettre un rapport périodique sur les crédits octroyés aux clients en vue de favoriser le crédit au secteur hôtelier. Pourquoi ne pas avoir cette même disposition pour le secteur agricole? Absolument, absolument. D'autant plus que le secteur hôtelier, c'est un secteur qui, au cours des dernières années, a bénéficié pas mal d'investissements. D'ailleurs, des investissements qui ont des problèmes de rentabilité. Là, on a des oasis qui est pratiquement vide tout le temps. Le taux de rotation au niveau des chambres est très, très faible. Donc, on n'a pas l'impression que, effectivement, c'est le secteur qui a le plus de problèmes en termes d'investissement. Il y a aussi de l'autre secteur, notamment le secteur agricole, qui est beaucoup plus demandeur d'investissement et qui gagne des réserves de productivité très importantes. On l'a vu après la crise de 2008, après ce qu'on a appelé les émeutes de la faim, des augmentations significatives d'investissement vers le secteur agricole. Et le secteur a eu une augmentation de l'ordre de 25 à 26% en termes de production, en termes de PIB. Donc c'est vraiment important. Donc il y a des réserves de productivité qui sont là et qui ne sont pas utilisées parce que justement nous avons un système économique et financier qui est détaché de réalité paysanne et qui est plus connecté avec le secteur externe, avec des acteurs spécifiques au lieu que le garder paysan dans son ensemble. Là, si nous bien comprenons, gagner tout ton ingénierie ou réingénierie de la paysannerie, de l'agriculture, pour que nous à la fois jeunes ressources, nous à la fois mettre tête nous en condition pour nous commercialiser, à la fois mettre tête nos instruments pour nous, si ce n'est pas démonter, mais cohabiter pour notre bien-être, entre guillemets, je dis je parle du secteur agricole, pour que subsister. C'est aussi ça et le défi. Absolument. Et il faut souligner qu'Haïti a un secteur agricole qui a d'énormes potentialités. Nous avons des potentialités, malgré les contraintes environnementales qui sont sévères. Si vous regardez par exemple le secteur pêche, là, le secteur élevage, là, c'est un secteur qui a plein de potentialités. Haïti était le premier producteur de porc de la Caraïbe avant l'abattage de 82. Et jusqu'à présent, nous gagnons des capacités pour être autosuffisants en lait.
si le cheptel bovin que nous gagnons était bien entretenu, que nous avons une alimentation régulière, etc. Donc, nous gagnons des potentialités énormes au niveau de fruits, avec une énorme diversité en termes de fruits, des légumes, et question poisson, question céréales, il y a un paquet de potentialités, mais c'est des potentialités qui ont dormi, parce que justement, il n'y a pas une volonté politique, ni un regard qui tournait vers potentialité ça pour résoudre les problèmes les plus importants du pays. On a regardé par exemple comment un pays qui déjà gagne très peu de terres agricoles, parce que c'est un pays qui 3 camodes, et puis nous quitter qu'il y a urbanisé les rares plaines productives que nous avons. On a regardé plaines du cul-de-sac, on a regardé plaines Léogane, on a regardé plaines du Nord, côté que c'est béton qui a poussé. Et l'État n'a pas dit absolument rien. Donc c'est une urgence que gagne une nouvelle vision du territoire et qu'autour d'une nouvelle vision du territoire, ça gagne un secteur bancaire et un système d'investissement qui est adapté à la nouvelle vision. Ça. Économie orientée vers l'importation, gagne une politique monétaire qui doit aider l'économie. Là, c'est un pas, selon certains mondes, dans la bonne direction. Mais pour que tout le reste suive, il faut avoir une dynamique de plaidoyer, une prise de connaissance et une prise de conscience de différents secteurs, ça n'a pas évoqué là, pour que pousser vers la politique publique que n'a pas évoqué là. Pour le moment, je ne suis pas sûr que c'est dans le tempo ça, non? Non, pas du tout. Il faut dire que depuis 1983, nous avons une logique néolibérale. Donc, son logique côté que, au lieu que nous encourager l'investissement, c'est plutôt faire des politiques restrictives. Et sous prétexte que politique restrictive, ça a l'inflation, nous voyons justement que dernier temps, ça a démontré que ce n'est pas vrai. Malgré politique restrictive, nous avons une inflation extrêmement importante aujourd'hui, qui est autour de 4-5% le mois. Et on gagnait une détérioration de la gourde qui perdu près de 28% de valeur en quelques temps, en quelques mois. Donc dans ce sens, c'est des politiques qui ont asséché le crédit, ils ont réduit la liquidité, ils ont réduit la masse monétaire. Là. Alors qu'en fait, nous avons besoin de politique expansive, nous avons besoin de politique côté que gagner des ressources disponibles, à condition que les ressources disponibles ça, correspondent vraiment à la création de richesse. Parce qu'on a un paradoxe en Haïti, nous avons toujours plein, par exemple, sur la question du taux d'investissement public. Au cours des dernières années, au cours des 10 dernières années, il y a eu une augmentation significative du taux d'investissement public, mais il n'y a pas aucun résultat. Parce qu'en fait, ce n'est pas des investissements réels. Hein? Nous voyons par exemple les 10 millions de gourdes vers les communes, etc. Tout bagage ça, c'est des bagages qui sont plutôt captés par des circuits qui n'ont rien à voir avec la production de richesses et qui pas gagnent non plus une vision qui est connectée avec le potentiel économique réel paysan. Mais point très important, et j'en souligne là, bataille là, il faut le faire, mais nous pouvons voir bataille là à fait. Maintenant, quel est le rôle des parlementaires? Quel est le rôle des associations et d'agriculteurs? Quel est le rôle de l'association d'élevage? Mise en commun de ressources humaines, de volonté pour changer le paradigme, pour changer le fondement économique. Pourquoi elle? Et j'en reviens à la question. C'est vrai. Qui est la C'est vrai. Et gagner, c'est étrange, depuis une quinzaine d'années, il y a un silence sur les questions sociales agraires en Haïti. Un silence total. On ne parle plus de réforme agraire, on ne parle plus d'économie paysanne, et on ne parle plus de revenir à un certain niveau d'autosuffisance alimentaire. Il y a un silence total. Et on peut dire que le secteur agricole, avec ses problèmes, est absent du débat politique, est absent de l'agenda politique. Et là, c'est un plus gros danger paysan, parce que nous ne pouvons pas changer le pays, si nous n'avons pas un agenda qui accorde une priorité à la question agraire et qui cherche des solutions avec les organisations paysannes, avec les paysans. Et ça c'est absolument essentiel. Et aujourd'hui, il faut me dire que nous toujours dénoncer les politiques néolibérales, mais au cours des derniers mois, le FMI a sorti un article qui est le néolibéralisme oversold, côté que lui-même reconnaît l'échec politique néolibéral, notamment en Amérique latine, qui n'a pas créé croissance, qui n'a pas résoudre les problèmes de déficit jumeaux et qui n'a pas non plus dopé l'économie dans le sens de balle de nouvelles capacités productives. Donc, peut-être que Haïti, c'est un seul pays. C'est ça. Haïti, c'est un seul pays, côté que politique néolibérale a toujours continué à gagner le vent en poupe et ne pas questionner véritablement et ne pas changer le paradigme fondamental sur lequel repose la politique économique et les politiques publiques. Pour un résultat dans l'économie, c'est comme si il faut que tout si oui marché.
Il faut qu'il y ait cohérence. Il faut qu'il y ait cohérence dans la politique publique. Vous souhaitez évoquer le déficit jumeau, le déficit de la balance commerciale qui creusait malheureusement ces dernières années. Pour 2014, c'était 3 milliards et déficit de balance commerciale à payer. Ça augmente régulièrement. Ça a tendance à augmenter. Et le déficit budgétaire sur l'administration Martelly a été creusé. Maintenant, en face, conséquence déficit jumeau sur d'autres indicateurs économiques, tant que l'inflation, tant que la dépréciation, la dépréciation de la gourde, où vient un régulateur, la Banque centrale, qui est obligé d'augmenter le coefficient de réserve obligatoire pour stériliser le système pour éviter qu'il y ait plus de spéculation qu'a fait. Maintenant, si l'économie réelle n'est pas encouragée, ou bien un système bancaire, pour vous citer Camille Chalmers, qui croit dans la spéculation, ou bien l'État qui est aussi mauvais élève, ou bien l'absence de plaidoyer qu'a fait, et nous avons ces indicateurs qui sont très alarmants. C'est recette pour une véritable catastrophe, nous là. Recette pour une catastrophe ou pour une renaissance. Crise, qu'on bat les opportunités. C'est ça. Les crises, c'est parfois l'occasion pour que nous reposions questions à la racine, que nous gardions vraiment qui cause fondamentale et que nous réfléchissions de façon sérieuse aux réalités. Et alors, évidemment, ça demande des acteurs compétents, des acteurs responsables. Et par exemple, aujourd'hui, nous pensons que les organisations paysannes ont une grande responsabilité. Les organisations de société civile ont une grande responsabilité tout pour les tourner vers les questions paysannes et qu'ils ont fait pression sur l'État pour les capables de changer en termes de politique publique, en termes d'orientation. Si nous regardons par exemple les programmes, les rares programmes disponibles des 54 candidats, nous voyons que là encore, il y a une absence totale du secteur agricole et il y a une absence totale même de ce que c'est qu'une politique économique et de qui gens que dirigeons l'économie. Donc, dans ce sens, ça a gagné effectivement. Question fondamentale, c'est aujourd'hui que nous sommes dans une situation extrêmement grave, d'effondrement économique, d'effondrement institutionnel, une situation de massification de la misère à des niveaux inédits. On parle de 78 à 80% pays qui sont vraiment dans des situations de très grande précarité. Donc, aujourd'hui, il est le temps pour nous capables de réveiller nous et nous commencer à poser les vraies questions et que nous construisons des politiques économiques qui sont en accord avec les potentialités du pays, notamment avec le secteur agricole et le secteur industriel aussi. On est capable de faire tout un ensemble de petites transformations. Nous regardons par exemple les attaques qui se font sur la filière pistache, avec l'importation de cette donation de 500 tonnes métriques. Et nous parlons que les acteurs réagissent, même les acteurs paysans n'ont pas encore réagi avec la vigueur nécessaire face à une mesure de ce genre. Est-ce que c'est cassé, est-ce que c'est politique qui tellement... Il y a tellement pris un coup pendant 20 dernières années, ça n'y a pas quoi personne encore. Il y a une grande confusion. Il y a une grande confusion au niveau de qualifier les politiques et au niveau des orientations. Et aussi le fait qu'on a affaibli notre mouvement social. On a affaibli notre mouvement social. Ou bien notre mouvement social a fait des choix et a désigné des gens qui n'ont pas su le représenter. Il y a ça aussi. Il y a ça. Donc il y a évidemment la démobilisation, le découragement par rapport aux résultats qui ne sont pas venus, par rapport à tout le déclaratif et tout le discours, n'est-ce pas, qui accompagne les processus politiques. Donc, nous sommes extrêmement déçus. Nous, par exemple, les taux de participation au niveau électoral, c'est terrible. Et donc, je dis, il y a aussi le fait qu'il y a une partie du mouvement social qui a perdu son autonomie, n'est-ce pas? Qui a perdu sa capacité d'initiative, qui a perdu sa capacité de faire des propositions et qui vient dans la logique de mendicité, dans la logique de courir des projets et dans la logique de s'aligner sur les agendas qui sont définis par des acteurs externes. Tu vois? Donc, il y a une bonne organisation qui a fait des bagages sur la qualité, sur les relations de genre, sur l'équité de genre, parce que c'est à la mode et parce que il faut le dire pour avoir accès au financement externe, sans que vraiment il n'y ait pas connecté ça avec des revendications réelles et des dynamiques sociales réelles qui sont capables de mener un véritable changement. Donc, il faut aussi, non seulement on a parlé de changer l'État, c'est nécessaire, changer les politiques économiques, mais il faut aussi changer notre mouvement social de façon que devienne véritablement une force revendicative et une force propositive qui est capable de permettre d'accompagner des changements profonds. Donc, on ne peut pas être cassé, il faut nous dégager, nous mettre en place. Absolument. Et c'est urgent. Comment? Bon, à part la formation, par des émissions comme tu le fais là maintenant pour éclairer sur les questions fondamentales, parce que nous avons un espace médiatique qui est hyper politisé, et même pas politisé, qui est autour des débats politiques ponctuels, même pas conjoncturels. Ça veut dire qu'on passe des semaines assez poumonnées pour des débats superficiels qui n'ont rien à voir avec les questions réelles et les problèmes que nous avons à résoudre. Donc il faut un espace médiatique plus responsable, il faut aussi des acteurs politiques plus responsables et des acteurs sociaux plus responsables.
Camille Chalmers, merci pour ce que vous êtes avec nous dès là. C'est là de mettre bout de l'émission. Mais espérons nous gagner dans l'autre occasion encore. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Okay. Voilà, c'est là de mettre bout de l'émission dès Nous avons rendez-vous dans la prochaine édition. Kemberet Pamous.